La Côte d'Ivoire a donné son accord pour la création d'une base militaire américaine près de la ville d'Odione, dans le nord-ouest du pays, a rapporté le 8 juillet le quotidien français Le Monde, qui cite plusieurs sources proches du dossier. Contacté par le journal français, le porte-parole du gouvernement ivoirien n'a pas officialisé l'information, mais les détails concernant cette future base militaire ne sont encore pas connus, mais cette emprise devrait constituer un nouvel avant-poste de l'armée américaine en Afrique de l'Ouest, où l'activité des groupes armés sahéliens menace les pays du Golfe de Guinée dans le contexte de l'escalade militaire au Proche et au Moyen-Orient, notamment dans le détroit de Bab el-Mandeb, sur le golfe d'Aden, reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée via le canal de Suez, et en Iran, avec ses possibles répercussions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Alors, selon des rapports parus en février 2023, entre 750 et 800 sites et bases militaires américaines sont encore opérationnelles dans 80 pays et territoires différents. C'est le Japon qui possède le plus grand nombre de bases américaines au monde avec 120 bases actives, suivi par l'Allemagne avec 119 et la Corée du Sud avec 73. En 2020, le Conflict Management and Peace Research Journal a indiqué que les États-Unis avaient environ 173 000 soldats déployés dans 159 nations différentes. Ainsi, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud sont les nations qui accueillent le plus de troupes américaines avec un total de 53 700, 33 900 et 26 400 respectivement. Cependant, il n'y a pas que ça. Alors, un autre rapport publié depuis quelques mois par le magazine d'investigation The Intercept, les États-Unis détiennent au total 34 sites militaires en Afrique. Il s'agit de 14 bases principales et 20 camps avant-postes. Ce continent représente ainsi le deuxième théâtre des opérations américaines après le Moyen-Orient, avec un intérêt spécifique pour les bases de drones. Cité dans ce document, Peter Thiel, conseiller technique au Pentagone, avait indiqué que la plus importante base est le camp Lemonnier à Djibouti, qui est la plateforme principale des opérations américaines. Le camp Lemonnier, qui représente la plus grande base de drones au monde, compte plus de 4000 hommes destinés à des opérations aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient. Plusieurs autres projets de sites militaires américains sont également dans les tuyaux sur le continent africain. La composante aérienne du commandement aérien en Afrique vient de terminer ou travaille actuellement sur près de 30 projets de construction dans 4 pays africains, soulignent les rapports consultés par The Intercept. Alors, les Américains disposent par ailleurs de pas moins de 5 sites militaires en Somalie, de 4 bases au Kenya, d'un site essentiellement consacré à la surveillance en Ouganda, à Entebbe, de 3 sites au Cameroun, dont une base de drones à Garoua, de 2 sites au Tchad et d'un escadron pour la coopération militaire au Gabon. En Afrique du Nord, leur présence est plus discrète, 3 sites non dévoilés en Libye, une base de drones en Tunisie, selon The Intercept. En Afrique de l'Ouest, les États-Unis comptent un site à Dakar, 2 à Bamako, il y a un escadron de coopération au Ghana. En Afrique australe, leur présence se limite à un site à Gaborone, au Botswana. Alors, l'étude chiffre le coût annuel de cette structure de base expansive à environ 55 milliards de dollars. Si l'on ajoute l'augmentation des dépenses de personnel, le total atteint 80 milliards de dollars. Il n'y a jamais eu de nation ayant une telle empreinte militaire internationale dans l'histoire de l'humanité. La plus grande puissance coloniale, le Royaume-Uni, disposait d'une armée modeste relativement à l'US Army. Ainsi, dans le contexte actuel, comment analyser cette décision de l'US Army si elle était confirmée? Alors, pour analyser et tenter de répondre à cette question fondamentale, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis Akram
Khariev, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Akram Khariev, bonjour et merci encore une fois de nous avoir honorés en acceptant de nous accorder cet entretien. Merci à vous, merci à tous les auditeurs, merci pour l'invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, dans un rapport réalisé pour le compte de l'Institut des études politiques intitulé L'état de l'insécurité, le coût de la militarisation depuis les attentats du 11 septembre, les auteurs affirment que les États-Unis ont dépensé plus de 21 000 milliards de dollars durant ces 20 dernières années, sans compter les aides qui ont été déversées donc à l'Ukraine pour soutenir leur machine de guerre, soit plus des deux tiers, à peu près les deux tiers de, pas plus, mais à peu près les deux tiers de la dette fédérale américaine, laquelle s'élève actuellement à plus de 35 000 milliards de dollars. Alors, Akram Khariev, les États-Unis ont-ils encore les moyens de soutenir leur base à l'étranger? Première question. Et deuxième, pensez-vous que les informations rapportées par le monde sont plausibles? Je vais commencer par par la deuxième question concernant les informations qui sont rapportées par le monde sur le déploiement d'une force américaine ou de l'ouverture d'une base américaine en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à fait plausible, sauf que il faut très bien comprendre ce qu'était la structure militaire américaine sur le sol nigérien avant que le Niger ne décide d'expulser les Américains. Donc, nous avions une base aérienne, donc qui est la base 201, qui est une base dédiée aux drones, mais aussi dédiée à la logistique. C'était un très gros hub logistique en Afrique, mais pas que qu'en Afrique, hein, pour Mhm. aussi donc les échanges entre les États-Unis et l'Asie. Donc, nous avons cette base-là qui a coûté aux contribuables américains 200 millions de dollars, qui a été évacuée aujourd'hui. 200 millions de dollars. Oui, qui a été évacué aujourd'hui, et donc qui était à la base un point de fixation pour les drones qui Mhm. opéraient dans le Sahel et vers la Libye. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que on a cette base de drones qui a été transférée à Misrata, en Libye. Donc, D'accord, tous les drones aujourd'hui sont déployés là-bas. Ils sont utilisés principalement pour la surveillance, la sécurisation de la Libye, mais avec un focus particulier sur la mission diplomatique et onusienne en Libye, parce d'accord. qu'ils On ont se peur rappelle que qu'elle a le... été Voilà. attaquée lors de la présidence Obama et je crois que même Ex- l'ambassadeur a été tué. Oui, oui, c'était l'attaque du consulat à Benghazi. Donc, cette base de drones a été transférée. Il y avait une seconde composante qui était dispersée entre Agadez et N'Djamena, pardon, et Niamey. Niamey. Cette composante était une composante force spéciale et force d'intervention rapide qui, elle, sera probablement déployée en Côte d'Ivoire. Donc, les États-Unis ont D'accord. besoin d'une petite force toujours présente dans la région Sahel pour des déploiements en cas de prise d'otage majeure, en cas d'attaque contre des intérêts occidentaux ou états-uniens, ou en cas aussi de larges, grandes opérations anti-terroristes. Donc, cette composante-là sera probablement installée en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ce soit une véritable base militaire comme l'on l'imagine avec des chars, donc ça Oui. sera une structure de déploiement rapide avec une petite composante blindée, beaucoup d'infanterie donc beaucoup d'infanterie et surtout une présence de forces spéciales Mhm. qui sera là-bas. Euh, Cela fait sens parce que nous avons ce qu'on appelle un phénomène de spillover, donc de fuite ou de descente des groupes terroristes vers le sud, Mhm. vers le golfe de Guinée. Et donc, ce retrait plus au sud des forces américaines fait sens. Comment dire, et rejoint cette tendance de dispersion de la violence vers le sud. Donc, ça fait tout à fait sens. D'accord. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a un divorce entre les pays de l'AES
et les Occidentaux, le camp occidental de manière générale. Et donc, les États-Unis qui avant avaient des capacités de déploiement un peu partout, ils étaient présents au Mali. Maintenant, ils ne le sont pratiquement plus, hein. À Bamako, ils ont D'accord. juste une petite unité de liaison. Ils avaient une belle présence au Burkina avec une centaine d'hommes, je pense, des forces spéciales toujours basés là-bas, qui étaient tout le temps basés là-bas, qui n'y sont plus aujourd'hui. Donc, il y a cette perte d'adhérence de l'armée américaine sur les États de l'AES et sur le Sahel central. Et D'accord. ça, OK. ça pose un problème. Et donc, pour répondre donc à la première question du coût, est-ce que les États-Unis peuvent maintenir le coût? Là aussi, ça rappelle à plusieurs choses liées à un contexte passé et probablement au contexte futur. Donc, les États-Unis considèrent que c'est un investissement. D'abord, un investissement en termes non pas de soft power, mais de hard power. Parce Ouais. que en parallèle, en faisant ce qu'ils font, ils empêchent d'autres nations d'aller sur ces pays-là, de profiter économiquement des échanges et donc font bénéficier leur économie des échanges et même de l'extraction hein, des richesses de ces pays-là, d'une part. D'autre part, ils considèrent que ce coût-là est en réalité un investissement dans l'industrie militaire, dans l'appareil militaro-industriel américain et que cela fait progresser cet appareil-là et que cet appareil-là a vocation à rapporter de l'argent aux États-Unis in fine. Et donc, pour eux, ils ne voient pas que ce coût dépensé chaque année par le contribuable américain, il faut le dire, mais ils le voient comme un enrichissement de l'oligarchie militaro-industrielle américaine. D'accord, OK, c'est clair. Alors, j'aimerais bien maintenant, pointer, une question, très, très importante et vous l'avez effleurée, hein, durant votre première réponse. Alors, selon, un rapport important publié en juin 2023 par le Brennan Center of Justice de la faculté de droit de l'Université de New York, les forces armées américaines ont été engagées dans des hostilités non autorisées dans beaucoup plus de pays que ce que le Pentagone a révélé au Congrès, sans Bien sûr. parler du public. Alors, le public, il est complètement out. Alors, en plus des cas de l'Afghanistan, c'est le rapport qui dit, en plus des cas de l'Afghanistan, de l'Irak et la Libye, selon ce document intitulé Secret War, How the US Uses Partnership and the Proxy Forces to Wage War Under the Radar, donc pour le français, guerre secrète, comment les USA utilisent leurs forces partenaires et supplétifs pour mener la guerre en passant sous les radars. Et je cite, ce rapport dit, il manque au moins 17 pays dans lesquels les États-Unis se sont engagés dans un conflit armé par le biais de forces terrestres, de forces par procuration et de frappes aériennes. Alors, ça, on le sait, mais j'ai préféré, on le sait disons depuis longtemps, mais j'ai préféré rapporter ça, que ce soit officiel, d'un organisme qui est très prestigieux aux États-Unis. Alors, comment situez-vous cette possibilité donc, de travail sous les radars, pour reprendre le rapport, par rapport aux forces officielles dans les engagements militaires américains à l'étranger? La balance, elle tombe de quel côté? C'est les opérations clandestines ou les autres? C'est très compliqué pour eux parce que ils ne peuvent pas être déployés partout, donc ils privilégient de la collaboration avec des forces proxy locales et un support parfois. D'ailleurs, on se parle, je suis en Tunisie aujourd'hui, très peu de gens savent que des militaires des forces spéciales américaines sont morts en Tunisie lors d'opérations, notamment à Mons Mama lors d'une opération antiterroriste. Il y a quelques Mhm. années, il y a eu au moins deux et ça, c'est quelque chose qui est totalement ignoré, on n'en parle Oui, pas. oui, Ils oui, sont oui. morts dans des combats en Tunisie. D'accord. Pour vous dire à quel point le pays est marginal, ne représente pas une zone de conflit majeur, etc. Et donc, ils essayent d'être là.
Ils essayent aussi d'être là à travers des sociétés militaires privées Mhm. qui, elles, font le travail pour le compte du gouvernement américain et qui, elles, perdent des hommes qui ne sont pas déclarés comme étant des hommes perdus Non, par l'armée par américaine. l'armée américaine, mais comme des accidents de travail. Mhm. Car c'est un accident de travail de mourir au combat pour une société militaire privée. Je peux vous citer le cas, par exemple, qui est une parfaite illustration, le cas de Tango Tango au Niger. L'embuscade de Tango Tango, où il y a eu Mhm. une dizaine d'Américains qui ont été tués, parmi lesquels une bonne partie était PMC. Vous le citiez tout à C'est-à-dire l'heure, PMC, PMC, donc Private Military Company. ok, c'est des Vous citiez entreprises tout à privées. l'heure le cas de Benghazi, de l'attaque contre le consulat américain à Benghazi, où l'ambassadeur des États-Unis avait trouvé la mort. C'était aussi une opération conjointe mixte, mais totalement hybride entre une société militaire privée, société soi-disant de gardiennage, des milices locales et des composantes diverses de l'armée américaine. Donc, on est dans un schéma qui est totalement hybride Mhm. qui rend, en fait, cette hybridation permet beaucoup de flexibilité aux États-Unis par rapport à la reddition de comptes. Mhm. Lorsque une entreprise privée, quand bien même elle travaillerait pour le gouvernement des États-Unis, s'engage, perd des hommes, tue, commet un massacre, je dis ça dans cette éventualité, rate une opération, que cette société privée soit enregistrée dans le Delaware ou à Hong Kong, ça reste des accidents de travail et des litiges commerciaux entre l'État américain et ce genre de société privée. Donc, nous sommes dans un schéma de- les Américains appellent ça l'obscuration. Donc, rendre opaque l'information par le Mhm. biais, en fait, c'est un procédé qui est quasiment mafieux ou criminel et qui est une sorte de transfert d'actifs vers des comptes offshore. Et dans ce cas précis, ce sont des sociétés qui ne sont pas, qui externalisent pour le compte du gouvernement américain ces actions militaires. L'un de ces programmes, connu sous le nom de section 127e ou 127e ECHO, donc qui est sorti dans ce rapport-là, qui a été fait par les spécialistes de l'Université de New York. Euh, Ce programme, appelé le 127e, autorise le ministère de la Défense, je cite, à fournir un soutien aux forces étrangères, aux forces irrégulières, aux groupes, aux individus engagés dans le soutien ou la facilitation des opérations militaires en cours autorisées par les forces d'opération spéciales des États-Unis pour combattre le terrorisme. Ils disent que c'est uniquement le terrorisme. Alors, selon ce rapport toujours, ce soutien a été interprété de manière large, ou plus exactement, bien trop large par le Pentagone. Et le rapport qui s'appuie sur des travaux publiés par des journalistes d'investigation et des entretiens avec des fonctionnaires et des membres du personnel du Congrès, bien informés des documents et des dossiers officiels, ainsi que sur l'analyse juridique de l'auteur, identifie 13 pays dotés de programmes 127, en plus de la Somalie et du Cameroun. Il s'agit donc de l'Afghanistan, l'Égypte, l'Irak, le Kenya, le Liban, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Syrie, la Tunisie, ce que vous aviez dit tout à l'heure, et le Yémen. Mais le rapport souligne encore que cette liste n'est certainement pas exhaustive. Et selon les rédacteurs, 50 pays allant de l'ouest du Mexique au Pérou et à l'est de l'Indonésie jusqu'aux Philippines, couvrant 22 pays en Afrique du Nord et subsaharienne seulement. Donc, sans parler de l'Ukraine, avait des programmes similaires en place depuis la mi-2018. Alors, Akram Khariev, qu'en pensez-vous d'abord de ça? Et êtes-vous d'accord avec cette analyse et constat, notamment en ce qui concerne l'Afrique et le Sahel en particulier? Ah, je suis tout à fait d'accord et je pense que à, à, à ce 127e écho
bataillon éco-américain, il faut ajouter tout un écosystème en parallèle de sociétés militaires privées, de sociétés de support, etc. Donc, le fait est que le déploiement américain en Afrique est totalement dans un brouillard. On ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas quand ça se passe. Il s'appuie sur certains points forts. Vous avez cité quand le Monier, mais il y avait avant Agadez, il y avait aussi d'autres bases, notamment au Sénégal, qui servaient de hub logistique. Et virtuellement, les États-Unis je dis bien étaient, parce que ce n'est plus trop le cas et ça risque de ne pas être le cas à l'avenir, étaient capables d'opérer un petit peu partout. Je m'explique un peu pour l'avenir. Il y a deux choses à ne pas oublier. Il y a une possible réélection de Trump, Trump qui avait engagé un retrait des Absolument. troupes, notamment d'Afrique, mais un retrait des troupes, et Trump risque de retirer définitivement et de fermer toutes les bases en Afrique. Mais en parallèle, Donald Trump, arrivé au pouvoir, risque de réactiver comment dire, réactiver les ambitions militaires de Eric Prince et de ses différentes sociétés militaires privées. On Ouais. le connaît à travers Eric Blackwater, Prince, c'est le fondateur XE, de Blackwater, par exemple. Blackwater, XE, Academy, Mhm. etc. À mon humble avis, l'arrivée de Trump l'année prochaine probablement, va transformer la cartographie de la lutte, de ce qui est appelé lutte antiterroriste des États-Unis en Afrique à travers une privatisation à grande échelle. Et on risque de voir cette société commettre, être le bras armé des États-Unis en Afrique. D'accord. Alors là, après avoir fait donc le tour sur la stratégie américaine, qu'elle soit donc officielle sous les drapeaux ou officieuse avec les compagnies privées, maintenant j'aimerais bien justement euh, faire un peu la lumière sur l'enjeu de ces annonces-là de transfert vers la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Alors, Akram Khalif, la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien et ces derniers développements font craindre un embrasement régional entre les alliés des deux camps. Alors, la situation extrêmement tendue dans le détroit de Bab el-Mandeb, sur le golfe d'Aden, reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée via la mer Rouge et le canal de Suez, est l'exemple le plus frappant depuis que le mouvement Ansarallah a décidé de fermer le fermer aux bateaux israéliens, puis anglo-américains suite au bombardement du Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni aussi plusieurs fois. Alors, et pour cause, pourquoi c'est très dangereux? Actuellement, le trafic maritime de la mer Rouge a chuté de moitié, ou même plus, par rapport à l'été 2023, et les chaînes d'approvisionnement sont bancales, les navires de transport de la nourriture sont obligés de faire le tour de l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, risquant de livrer leur cargaison après sa date d'expiration, comme on pouvait s'y attendre. Et l'inflation dans le vaste secteur agricole de l'Union européenne augmente rapidement. Voilà le topo. Alors, ma question. Ainsi, comment lire tous ces événements dans la perspective de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire qui s'accélère de plus en plus avec l'avancée de l'opération spéciale russe en Ukraine? Et puis, quel lien pourrait-on identifier entre les différents foyers de tension et quelle est la place de l'Afrique dans ces bouleversements, notamment les pays du Sahel? Oui, vous le dites très bien, hein. Et le fait que vous ayez commencé justement par parler du trafic maritime, vous avez bien fait d'indiquer que l'importance géostratégique des différents pays est liée à leur accès, à leur contrôle d'une zone maritime donnée. Donc nous l'avons vu par exemple lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, qui a décidé de l'adhésion de nouveaux pays aux BRICS. Absolument. C'est cette particule-là de contrôle maritime plus que territorial qui a joué en la faveur de pays comme l'Éthiopie qui n'a
bah, évidemment pas d'accès à la mer, mais qui est potentiellement un pays qui donne sur une La mer région Rouge très, et le très... Ouais, détroit de Bab el-Mandeb. tout à fait. L'Égypte, nous avons l'Afrique du Sud qui Mhm. est qui est déjà membre des BRICS, et nous avons aussi la question donc l'Inde aussi. Nous avons le détroit de Malacca, et on voit que on a un positionnement Et l'Iran aussi avec le tout détroit à fait d'Ormuz. On y d'Ormuz. Donc reviendra d'ailleurs après. on voit très très bien que les pays adhérents ou en cours d'adhésion aux BRICS sont tous des pays qui potentiellement sont sur des détroits ou sur des voies de navigation très très importantes. Et donc le fait même que ces pays-là se coalisent dans une organisation pour le moment qui est informelle parce que les contours des BRICS ne sont pas encore connus, mais le fait qu'ils se coalisent sous une bannière non occidentale, multipolaire, on va dire, indique que l'avenir du trafic maritime est un enjeu très, très important. Et donc, c'est d'autant plus un enjeu important que les pays occidentaux sont petit à petit en train de perdre leur pouvoir sur ces différentes régions maritimes qui sont sensibles. Et donc voilà, monde multipolaire, nouvelle voie de navigation, fermeture aujourd'hui de Bab el-Mandeb, mais on peut demain aussi avoir un énervement, un agacement sud-africain. On a vu la position de l'Afrique du Sud vis-à-vis d'Israël à la Cour pénale internationale. On l'a vu aussi contre, ses positionnements diplomatiques sur certaines questions. On peut demain aussi imaginer que l'Afrique du Sud euh, rende plus difficile le passage des navires et du trafic maritime vers l'Europe et vers l'Occident. Donc, imaginons ce scénario-là, Mhm. et ça veut dire que le monde tel que l'on a connu durant la Pax Americana ne va pas être le même les prochaines années. Et justement, juste un dernier détail sur le détroit de Malacca. C'est aussi la Chine peut jouer sur ça. Le Via détroit de Malacca, Singapour, pratiquement, via... il est hautement stratégique pour la Chine Bien sûr. et pour les Européens parce que c'est de là que transite la plupart ou la plus grande part du commerce chinois qui va en direction de l'Europe. Tout à fait, tout à fait. On a la Thaïlande qui espère creuser un canal à travers tout le pays pour justement contourner le détroit de Malacca. Mais on a de manière plus générale une sinisation vers le sud qui se passe dans l'Asie du Sud-Est avec la présence de composantes ethniques chinoises de plus en plus grandes dans des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, etc. Aujourd'hui, mis à part les Philippines, qui sont le dernier réel rempart occidental, on va dire américain, contre la Chine, tous les autres pays sont en train d'être sinisés par l'intérieur. Qu'est-ce que vous Donc, voulez dire par siniser? la Précisez, s'il composante vous plaît. ethnique chez Han est Ouais. en train de grandir démographiquement dans ces Mhm. pays-là et représente aujourd'hui représente une force ethnique et politique dans ces pays-là. On l'a vu par exemple à Singapour. Vous vous Mhm. rappelez très très bien du procès, enfin du hearing, de l'audition du PDG de TikTok Oui, oui, absolument. au Congrès, Oui, oui, où oui. il était accusé d'être chinois alors qu'il était Il en avait la réa- nationalité non, singapourienne. non, il est singapourien, Il est singapourien. pas que de nationalité, de naissance, de vie, Mais etc. juste parce qu'il a Euh, les yeux un peu bridés, on mais le prend pour un mais Chinois. c'est un Han, c'est un Han, c'est un Chinois ethnique. Et donc Oui, nous avons ce phénomène-là qui est en train de grandir et à terme, dans quelques dizaines d'années, la composante démographique Han sera très importante d'accord, dans ces pays-là. Et la Chine aura mangé le détroit de Malacca de l'intérieur. d'accord. Voilà. J'aimerais maintenant mettre en perspective l'éventualité de déploiement pour continuer par rapport à la dernière question de la première partie, mettre en perspective d'un point de vue géopolitique cette présence américaine
en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur le golfe de Guinée. Et d'ailleurs, les États-Unis n'ont pas uniquement il y a la Guinée équatoriale, il y a plusieurs pays où ils ont une présence militaire. Alors, lorsque le journaliste américain et lauréat du prix Pulitzer, Seymour Hersh, a dévoilé comment les États-Unis étaient derrière les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2, il n'y a eu aucune réponse russe, ce qui était en fait un acte de terrorisme contre Gazprom, contre l'Allemagne, contre l'Union européenne, euh, et, et le Yémen, avec un simple blocus, en plus de ça, donc bouleverse désormais le transport maritime mondial pour aller via la Méditerranée ou pour rejoindre la mer Rouge, et ainsi de suite, sans être obligé de faire le tour de l'Afrique. Mais pour les Européens, donc médusés, il ne restait que trois options. Donc, un, parcourir 24 140 km autour du Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. Deux, utiliser la route maritime du Nord, que les Chinois appellent, dans le cadre du partenariat stratégique russo-chinois, la route de la soie arctique, moins chère, plus rapide et plus sûre, étant sous le contrôle russe. Ou troisième option, c'est transporter leurs marchandises en provenance de Chine via les chemins de fer russes. Et de ce point de vue, Rosatom, qui supervise donc la route maritime du Nord, a souligné que les navires sont désormais, donc brise-glace, sont désormais capables de naviguer tout au long de l'été et de l'automne, et qu'une navigation toute l'année serait bientôt possible grâce à une nouvelle flotte de brise-glace nucléaire. Alors, Akram Khariev, le repositionnement des forces US présentes au Niger, en Côte d'Ivoire, donc sur le golfe de Guinée, n'est-il pas dans le but de renforcer la présence dans cette région du monde en guise de prévision par rapport à la situation au Proche-Orient? Est-ce que, parce que la chose est présentée dans les médias, notamment occidentaux, comme quoi les Américains se retirent et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas juste un repositionnement par rapport à cette situation et qui fait du golfe de Guinée un site extrêmement important pour les Américains et donc qu'ils doivent contrôler? Bien sûr, c'est une voie de navigation aujourd'hui qui est capitale, qui pourrait demain être fermée. Elle a presque été fermée à cause de la piraterie qui existait à un certain temps au large du Ghana, du Nigeria, etc. Il est capital et primordial pour les États-Unis que les différents groupes opposants, qui soient terroristes, non terroristes, qui soient étatiques, que ce soit des États concurrents aux États-Unis et accès au golfe de Guinée. Pour eux, c'est une zone, une région qui est capitale parce elle permet un redéploiement logistique de la marine US et elle permet aussi le transfert des marchandises. Je pense aussi que les États-Unis se positionnent en Côte d'Ivoire pour d'autres raisons. Mhm. Pas que le trafic maritime, il y a aussi l'extractivisme, la présence de pétrole et de gaz dans la région, au large du Gabon, au large du Nigeria, dans ces deux pays-là. Le fait il y ait une tentative des États-Unis de prévenir une arrivée chinoise ou une arrivée même russe dans la région. Et il y a aussi le fait que la France est en train les États-Unis est en train de répondre à une sorte d'appel d'air qui est laissé par une France Par la qui est en France. train de se retirer petit à petit de certains pays. Et donc, les États-Unis en urgence doivent répondre à cet appel d'air pour éviter justement qu'il n'attire d'autres pays et d'autres influences qui soient de taille moyenne ou grande. D'accord. Alors, encore une chose, nous avons l'Afrique du Sud. La Russie et la Chine ont exécuté des exercices navals conjoints Ouais. du 17 au 24 février 2023 au large justement de l'Afrique australe, non loin de la province côtière
KwaZulu-Natal dans l'océan Indien. Donc, il s'agit du second exercice trilatéral après l'entraînement conjoint des marines chinoises, russes et sud-africaines en 2019 dans les eaux justement de Cap de Bonne-Espérance. Et ce cap, la position fait que la position géographique stratégique de l'Afrique du Sud est certainement un des facteurs ayant motivé ces exercices. Et en se trouvant sur l'un des chemins donc, de navigation, je le répète encore une fois, les plus sensibles entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud, elle peut également devenir le pivot du fret maritime venant de la mer Baltique et de la route arctique en direction de l'Asie du Sud en cas de fermeture du canal de Suez suite à la fermeture de Bab el-Mandeb. Alors, Akram Khariev, donc pour mieux illustrer ce problème ou cette question-là, qu'en pensez-vous d'abord et comment voyez-vous le rôle de ces pays dans le contexte mondial actuel, marqué par l'opération spéciale russe en Ukraine et la recrudescence des menaces militaires au Moyen-Orient, notamment au Yémen et au Golfe Persique? Est-ce que ces trois pays ne sont pas en train de développer une espèce d'alliance militaire pour peser justement sur ces chemins d'une navigation qui passe par l'océan Indien et par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud? Non, c'est le cas, c'est le cas. D'un côté, l'Afrique du Sud qui militairement est en train de subir beaucoup de conséquences qui sont liées à la crise économique. Donc, elle a une armée, une marine qui sont en perte de vitesse. L'Afrique du Sud compte sur ses alliances avec la Chine et la Russie, justement pour se renforcer, et pour maintenir une présence importante dans la région. On a aussi le challenge muet, parce que on n'en parle pas, des zones économiques exclusives Mhm, et du challenge de ces zones-là qui se trouvent dans l'océan Indien. Donc, qui est devenu aujourd'hui une zone véritablement de guerre, hein. Il ne faut pas oublier que le deuxième plus grand pays au monde par les zones économiques exclusives, c'est la France. Au monde, hein. C'est la France. Donc, on a un challenge direct de la France sur c'est-à-dire, comment c'est la France c'est la France à travers les domaines outre-mer et les territoires outre-mer ouais, qui en sont très, très Indo-Pacifique étendus. aussi, Oui, 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 d'accord. bien sûr. La France a des zones économiques exclusives sur tous les océans. Et donc, ça représente le deuxième plus grand territoire mondial. Et là, la Russie et la Chine sont en train de s'allier avec l'Afrique du Sud, mais pas que, pour justement challenger ces zones-là et cette influence française en mer. On l'a vu dans l'océan Indien, on le voit aujourd'hui dans le Pacifique aussi, avec, par exemple, je digresse un peu, je m'excuse, mais il faut comprendre la logique mondiale pour Mhm, comprendre la spécificité. On a, par exemple, le cas de la signature de l'accord de défense entre la Chine et la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui donne accès à un énorme territoire maritime à la Chine. On a les différents accords de défense qui sont avec, par exemple, la Micronésie, il me semble, avec Vanuatu aussi, qui sont mhm, dans cette logique-là. Et nous avons même des intérêts de certains pays à ce qu'il y ait des troubles en Nouvelle-Calédonie, qui feraient aussi beaucoup de mal au territoire maritime français dans le Pacifique. Donc, nous sommes dans cette logique de grignotage de territoire maritime qui est totalement discrète mhm. et qui fait aujourd'hui l'objet de jeux d'alliance entre différents pays. Et la Chine et la Russie, qui n'ont pas de dépendance physique en dehors de leur territoire, essayent de trouver par un jeu d'alliance des territoires leur offrant un accès à des zones économiques exclusives justement pour leur économie et aussi pour le contrôle des mers. On a vu par exemple le cas de la guérilla islamiste à Cabo Delgado dans le Mozambique. Euh, L'enjeu majeur là-bas, c'est une question de gaz offshore et c'est une question de Absolument.
zone économique exclusive, hein. Il faut jamais oublier que la France est restée à Madagascar jusqu'à très très tard et à Lourenço Marques aussi au Mozambique très très tard, justement pour ce contrôle du sud de l'océan Indien. Et c'est aujourd'hui un enjeu capital pour le trafic maritime mondial. D'accord. Alors, par rapport à ce que vous venez de développer justement, la marine chinoise est pour l'heure, peu présente, dans les océans. Néanmoins, la possibilité d'une militarisation de sa présence est palpable avec selon beaucoup de spécialistes, le développement capacitaire, de sa marine. Alors, selon des experts, vu les projections, actuelles, la taille de la marine chinoise aura augmenté de 138 entre 2008 et 2030, montant en gamme et renforçant ses capacités de projection comme, les lustres, le lancement de porte-avions, chinois. Et la volonté de la Chine d'établir, des points d'appui militaires au-delà de sa périphérie régionale, comme, vous venez de l'expliquer, est démontrée justement par la construction d'une importante base militaire à À Djibouti? Djibouti, oui, inaugurée en 2017 sur un site proche, du détroit de Bab el-Mandeb, donc porte, d'entrée vers le canal de Suez et la mer Méditerranée. Puis on a Djibouti abrite également des bases américaines, françaises, turques, et japonaises. Alors, Akram Khariev, la jonction entre la présence russe et chinoise, donc 2 pays des BRICS, augure-t-elle d'un changement des rapports de force en face, à la face à la marine américaine et peut-être aussi la France et l'OTAN? Ah, on a clairement une volonté de ces deux pays-là de concurrencer directement les marines occidentales et de se positionner la Russie via, par exemple, une réouverture hypothétique de sa base au Yémen et surtout une négociation en cours bon, qui est retardée à cause de la guerre civile, mais qui est toujours d'actualité d'une base à Port-Soudan. Donc, on a une présence russe qui est Absolument. affichée, une volonté de présence qui est affichée par la Russie en mer Rouge. On a ce rapprochement avec l'Afrique du Sud. On a la Chine aussi, au-delà de Djibouti, qui est en train d'essayer de trouver un lieu pour ouvrir une méga base maritime dans le côté ouest de l'Afrique, donc probablement dans le golfe de Guinée. Nous avons un challenge direct des États-Unis dont la présence est virtuelle, hein, n'est pas énorme, qui se fait à travers cette alliance BRICS, alliés des BRICS, Chine et Russie. Je pense qu'à terme, à l'horizon 2050, il y aura un contrebalancement en faveur de ces pays-là sur l'axe maritime sud-africain du Cap de Bonne-Espérance. D'accord. Alors, après avoir fait le tour sur la question et essayé de voir, de la voir avec toutes ses facettes, avec, toutes, aussi ses implications. Alors, Akram Khaïef, actualité oblige, comme on dit. J'aimerais bien vous poser une question, sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, et au Moyen-Orient. Donc, en Palestine, on a le génocide de l'État, hébreu continue, de plus belle, il ne s'arrête pas. Il y a eu maintenant un risque d'attaque, du Liban avec, un bombardement de la capitale, enfin d'un quartier de la capitale, Beyrouth, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, mais encore, hein, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, donc à l'intérieur de l'Iran, avec tout ce qu'il peut susciter Engendré. comme réplique et comme réponse iranienne, qui peut être très très dure, selon en tout cas les autorités iraniennes. Et pour bien compléter le tableau, la tentative de l'assassinat du général Burhan au Soudan. Alors, quelle est votre analyse de cette situation? Euh, Comment risque-t-elle de dégénérer encore plus? Ou on est en train de préparer un processus de négociation parce que on voit Israël qui attaque l'Iran, mais elle dit en même temps, moi je ne cherche pas la guerre.
Mm. Ils attaquent le Liban tout en disant moi je ne cherche pas la guerre. Et puis le Hezbollah qui répond et réplique, il attaque des sites militaires israéliens tout en disant je ne cherche pas la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe selon votre avis et quel pourrait avoir, s'il y a un embrasement, euh, les conséquences sur l'Afrique, d'après tout ce que nous avons dit au début? Bon, aujourd'hui, on a principalement un problème de régime en Israël qui est une fuite en avant, une véritable fuite en avant, une stratégie de la terre brûlée qui est menée par Netanyahou, qui sait que une fois qu'il ne sera plus en poste, il ira probablement en prison et sera jugé. Et donc, il est en train de tout faire pour faire durer le conflit. D'ailleurs, le fait d'assassiner le leader politique de l'ennemi est la meilleure façon de faire perdurer un conflit. Et c'est tout Parce à fait qu'on élimine celui bien qui sûr. peut négocier. Le- le- et généralement, ce qu'on fait, c'est que euh, lors de négociations, on donne toujours l'échelle à son ennemi pour qu'il puisse descendre de l'arbre. Et là, on a coupé l'échelle. Mhm, On a coupé l'échelle. On est dans une stratégie de la terreur, on est dans une stratégie de la fuite en avant. Et il faut pas oublier que Israël est un pays nucléaire. mhm. Et il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays qui a bombardé deux nations nucléaires, le Pakistan et Israël. Ouais, Et ouais. donc, nous sommes dans une situation qui est très, très délicate, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses et qui pourrait avoir aussi un impact énorme sur l'Afrique. L'Afrique qui dépend beaucoup des échanges mondiaux en termes de nourriture, en termes d'engrais, en termes d'énergie, etc. Et une perturbation majeure due à un conflit chaud au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences véritablement désastreuses sur l'Afrique. La plus grosse crainte aujourd'hui, c'est que le conflit dégénère en conflit régional, qu'il implique aussi C'est-à-dire d'autres un pays conflit comme total. disons, même s'il n'est pas total, s'il est régional, s'il implique les installations pétrolières en Irak et en Arabie Saoudite, l'impact sur l'énergie mondiale sera catastrophique. On l'a vu, hein, Ouais. il a suffi d'un bombardement sur l'Arabie Saoudite pour que 5% de la production de pétrole disparaisse du jour au lendemain. Imaginez s'il y a un conflit de grande envergure entre les différents pays de la région, ça aura un impact inimaginable sur l'Afrique, qui dépend aussi, pour le bien et pour le pire, des cours du pétrole. Est-ce que maintenant, par rapport à l'Iran, parce qu'il y a aussi le détroit d'Ormuz par lequel transite une très grande partie de l'énergie, justement. Mm. Est-ce que, comment voyez-vous sa réponse? Est-ce qu'elle sera mesurée? Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux, à votre avis? Je vous demande une analyse. Certainement, c'est pas des informations sûres. En fait, ce qui s'est passé en mer Rouge est une sorte de répétition générale de ce qui pourrait se passer dans le golfe arabo-persique. Oui. Et c'est une démonstration par les actes de ce que pourrait être une guerre asymétrique déclenchée par l'Iran avec les moyens iraniens qui sont vraiment d'une autre proportion en comparaison avec ce qu'a le Yémen sur la navigation dans le Golfe qui représente énormément de trafic pétrolier et gazier dans le monde. Donc, je pense que aucun pays aujourd'hui comment dire, n'est confronté au choix de la guerre totale en mer contre l'Iran. Parce qu'ils ont eu un aperçu des conséquences que cela pourrait donner et ils savent que dans cette stratégie-là, tout le monde va perdre. Tout le monde va perdre. Et que ça ne va pas être possible. La meilleure preuve, c'est de suivre
le cheminement des groupes aéronavals américains. Ces derniers jours, on a un véritable éloignement forcé des porte-avions américains des différentes zones. On voit que l'US Navy hésite à faire rentrer ces groupes aéronavals dans le Golfe ou de les faire s'approcher du Yémen. Ils sont en train de faire des exercices conjoints avec l'Inde, avec le Pakistan, etc., dans la mer d'Oman et évitent d'entrer là-bas. Donc on voit qu'il y a cette crainte-là D'accord. de l'affrontement ou du moins de l'escalade du côté américain. Et si les États-Unis ne veulent pas la guerre, je ne pense pas que les autres pays la voudront aussi. D'accord. Akram Khaliev, mais comment vous expliquez justement ce retrait américain? Est-ce que c'est juste tactique? Parce que justement, comme vous venez de le dire, ils ne veulent pas qu'il y ait un embrasement ou un déclenchement d'un conflit général dans la région, ou il y a aussi un problème de capacité même militaire et de capacité de leur porte-avions, de leurs bateaux en munitions, et ainsi de suite, qui pose problème de telle façon à ce que voilà, un petit pays comme le Yémen, avec les Houthis, peut attaquer leurs navires sans qu'il y ait une riposte, chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a une dizaine d'années, par exemple, ou 20 ans. Alors là, au début de la première guerre du Golfe ou la deuxième. Non, l'Iran s'est doté de moyens pour mener une guerre asymétrique. L'Iran, dès le départ, donc il y a une vingtaine d'années, a fait un constat qui est qu'elle ne peut pas avoir une armée de type moderne, de type, disons, classique, moderne, pour affronter des coalitions, mais que donc elle devrait innover, qu'elle devrait, comment dire, inventer sa propre façon de faire la guerre et c'est une façon de faire la guerre qui est totalement asymétrique, qui utilise la quantité plutôt que la qualité, mais qui constamment est dans l'amélioration de Mhm. la qualité des équipements, des missiles, etc. Et donc, au fil du temps, en 20 ans, depuis le début des années 2000, on a vu que il n'y a pas eu de réponse. Les États-Unis ont regardé avec dédain ce que faisait militairement l'Iran et a cru avoir suffisamment de puissance de feu pour contrer, ou de puissance technologique même pour contrer ce qu'elle fait. Mais au fil du temps, on a vu, et on le voit aujourd'hui dans la guerre en Ukraine par exemple, que les stratégies asymétriques sont des stratégies qui sont terribles qui n'ont pas qui sont sur le papier faciles à défaire parce que elles se basent sur Absolument. des technologies qui sont simples, mais c'est l'emploi de ces technologies simples qui pose des contraintes. Maintenant, si un petit drone FPV permet de bloquer une brigade entière blindée, de la cacher ou de faire en sorte qu'elle ne puisse pas se regrouper pour avancer, ben, sur le terrain, c'est un objectif qui est atteint. C'est la même chose pour les Iraniens qui, qui ont fait de l'utilisation des armements anti-navires leur cheval de bataille. Aujourd'hui, poussent les États-Unis, poussent les armées de la région à s'éloigner. On Mhm. a vu la saturation, le fait qu'un petit pays comme le Yémen parvienne à balancer des centaines de missiles sur des unités navales. À un moment, un missile va toucher. Donc, on l'a vu, l'USS Roosevelt, Mhm. euh, qui était en mission, l'USS Eisenhower, pardon, qui était en Mhm. mission en mer Rouge, a tiré 400 missiles. 400 missiles antiaériens. C'est énorme. C'est Surtout l'équivalent pour de ce que... le prix de chaque missile, je Mais, crois que même pas, c'est même pas une question de prix, c'est une question d'effort. Vous imaginez derrière chaque tir de missile le calcul, le stress, le risque qui est pris par. Donc ça veut dire que le porte-avions a été engagé 400 fois. 400 fois.
d'accord. Donc, imaginez ce que pourrait faire l'Iran demain si on est dans un schéma de guerre totale. Ça peut être une catastrophe pour les États-Unis qui ne peuvent pas se permettre, pour leur image, de perdre un porte-avions ou de perdre une pièce navale majeure. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre ça parce que cela, en fait, cela déterminerait leur mort politique et militaire pour les 30 prochaines années. Stratégique Oui, et stratégique. bien sûr. Alors, une dernière question avant de terminer, Akram Kharieff. Avec ce qui se passe là en Iran, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, dans les médias occidentaux, en tout cas, pas russes, on voit que la question de l'Ukraine est complètement évacuée. Pratiquement, on n'en parle plus. Et moi, personnellement, je pense que c'est la raison pour laquelle le président Zelensky a dit que je suis disposé à dialoguer ou à négocier, bien qu'il a promulgué un décret qui lui est interdisant à lui-même de négocier. Euh, alors, quelle est votre appréciation de la situation actuelle en Ukraine au vu de ce qui se passe actuellement dans toutes ces régions du monde? Vous savez, ce qui se passe là-bas, c'est une guerre d'attrition hein, des deux côtés. Il y a énormément de pertes, il y a énormément d'engagement et c'est au premier qui s'épuisera le premier enfin, au premier qui s'épuisera que reviendra la tâche de négocier sa défaite. Et statistiquement, démographiquement, économiquement, etc., l'Ukraine est le pays le plus exposé des deux à la défaite. Donc, ça va être très difficile, surtout si la Russie continue à maintenir la pression pour l'Ukraine, qui est en plus en perte de sympathie vis-à-vis de ses clients naturels ou de ses alliés naturels en Occident. Ça sera très difficile pour l'Ukraine de maintenir le cap et je pense, à mon avis, que ce conflit-là devra trouver des voies de négociation plus diplomatiques, peut-être revenir aux accords d'Istanbul et de discuter de manière un peu plus sereine, peut-être avec d'autres acteurs, une éventuelle fin des hostilités et un retour à une sorte de paix négociée entre les deux pays. Et que pensez-vous de l'arrivée des F-16 célébrés par le président ukrainien, justement, qui a fait un peu ces F-16, est-ce que ils peuvent renverser la donne militaire dans ce conflit? Vous savez, les Wunderwaffen, les armes magiques, ça existe dans la tête des leaders politiques depuis Hitler, hein. Les armes qui vont venir changer le cours d'une guerre, ça a toujours existé. Mais en réalité, la guerre, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est une application suffisante de force pour briser l'ennemi. Et dans le cas de l'Ukraine, quelques F-16 ne vont pas changer le cours des choses. Bien au contraire, ça risque d'énerver plus, de commettre plus de bavures, d'erreurs, peut-être de tentations de les utiliser contre des cibles civiles, etc. Et donc, À ça, l'intérieur du territoire oui, russe. voilà, et ça pourrait avoir des conséquences qui sont néfastes. Mais l'Ukraine, ces 2 dernières années, a reçu de nouvelles armes tous les 3 mois, hein, qui étaient à chaque fois dites révolutionnaires, qui étaient des game changers à la fois. On a eu quoi? On a eu les Henlo, on a eu les Javelins, on a eu les Léopards, on a eu les NSAMS, on a eu les Patriotes, etc. Et toutes ces Mhm. armes-là ont prouvé que le concept d'arme magique de Wunderwaffen n'existait pas et ne pouvait pas exister face à la réalité de la guerre. Akram Khaliev, je vous remercie. Comme Merci à vous. d'habitude, vous avez été très généreux dans vos informations et dans vos analyses et éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir Inch'Allah. dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir.